Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Médien TV. L'Office d'échange a créé une cellule spécifique chargée de surveiller les transactions financières des influenceurs au Maroc et à l'étranger. Parmi les opérations surveillées figurent les transferts de revenus des réseaux sociaux vers le Maroc et les dépôts effectués sur des comptes bancaires à l'étranger. Tous les gains générés à travers les plateformes numériques seront donc traqués. Une initiative qui coïncide avec la décision du gouvernement d'instaurer une taxe de près de 30% sur des revenus des créateurs de contenu en ligne à partir de 2025. C'est le sujet d'aujourd'hui dans ce Focus économique. On va en parler de ces revenus des influenceurs. Et avec nous, Monsieur Mohamed Raj, vous êtes professeur à l'Université Hassan II et à l'ESCAE. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, entre 2018 et 2022, on estime les revenus générés par les influenceurs à près de 3 milliards de dirhams. Jusque-là, ce secteur d'activité n'était pas imposable, mais cela risque de changer avec notamment le PLF 2025. Qu'est-ce que ça va changer, le fait que ces influenceurs doivent aujourd'hui déclarer la totalité de leurs revenus ? C'est très simple. Avant 2025, les influenceurs n'étaient pas sollicités sur le plan fiscal pour payer l'impôt sur le revenu. En l'absence de textes réglementant qu'est-ce qu'on entend par influenceur. Et deuxièmement, sur le plan fiscal, on n'avait pas de mesures précises et spécifiques aux influenceurs. Sauf si l'administration fiscale peut le faire à travers ce qu'on appelle la situation d'ensemble fiscale. Maintenant, les choses sont plus précises. Le projet de loi de finances comporte une disposition qui oblige les influenceurs, les blogueurs, à déclarer obligatoirement leurs revenus. Et bien sûr, le projet de loi de finances institue un impôt qui sera retenu à la source à travers les banques lorsque les revenus sont transférés de l'étranger vers le Maroc, et qui dit transfert à l'international, dit transfert qui passe par les banques. Donc, on aura à payer un impôt sur le revenu. Par contre, les revenus qui restent à l'étranger, c'est à l'administration fiscale et à l'office d'échange de travailler sérieusement pour détecter les personnes, à savoir les influenceurs qui transfèrent une partie directement sur des comptes à l'étranger, mais également leur montant, et faire de telle sorte que cet argent, même s'il n'est pas transféré au Maroc, de le déclarer au Maroc pour payer l'impôt sur le revenu. Comment aujourd'hui est défini juridiquement un influenceur aux yeux des autorités fiscales au Maroc? Malheureusement, on n'a pas de définition. On a une définition d'ordre fiscal qui consiste à dire chaque fois qu'une personne gagne un revenu, ce revenu doit être déclaré à l'administration fiscale et payer l'impôt correspondant. Je peux parler d'un trafiquant de drogue, je ne pense pas qu'il va se déclarer à l'administration fiscale comme trafiquant de drogue et qui ne va pas s'inscrire au registre de commerce comme trafiquant de drogue. Mais comme il y a un revenu qui a été gagné sur le territoire marocain, on a une disposition légale qui est prévue par le CGI, à savoir l'obliger à payer l'impôt sur le revenu. À défaut d'une déclaration, c'est l'administration fiscale qui va faire le travail et le taxer d'office. Donc c'est la même chose maintenant pour les influenceurs. On est en train de les surveiller depuis plus de 4 ans ou 5 ans, parce que le Maroc a préféré être un petit peu sage et ne pas se précipiter dans la taxation des influenceurs. Et comme les choses sont devenues plus claires à partir de certaines expériences vécues à l'international, donc on vient de décider une fois pour toutes, de les taxer et de les imposer. Et la mesure prise par l'Office d'échange n'est pas un hasard. Je pense qu'il y avait concertation avec l'administration fiscale marocaine, d'autant plus qu'il y a un accord entre les deux institutions. Donc d'un côté, on met en place une cellule qui aura pour mission de collecter toutes les informations sur les transactions financières et les transactions numériques. Et de l'autre côté, vous avez l'administration fiscale qui commence un début de taxation des revenus gagnés par les blogueurs et les influenceurs et qui, dans certains cas, gagnent beaucoup d'argent, beaucoup d'argent.
Donc il est tout à fait juste de demander à ce que ces personnes contribuent également à la couverture des charges publiques en fonction, bien sûr, de leurs revenus. Les deux organismes vont donc collaborer pour un objectif, on va dire, commun. Donc, parmi les objectifs de cette cellule qui vient d'être créée, lutter contre la fraude fiscale, vous venez de le dire. Comment va s'opérer ce suivi et la régulation de ce secteur d'activité, pour l'instant pas vraiment défini juridiquement par les autorités fiscales? Ah oui, je pense qu'on aura un petit peu l'équivalence d'une véritable CIA fiscale. Donc, tout simplement, vous aurez une mission ou bien une agence, peu importe l'appellation, qui va faire le suivi de toutes les opérations menées par les influenceurs. Je n'oserais pas dire, utiliser le verbe traquer, parce que c'est comme si j'avais affaire à un chasseur qui traque le gibier, mais ça va être un petit peu dans le même sens, mais ça va être un petit peu positif à travers la recherche de l'information. Donc, toutes les transactions numériques à partir du Maroc ou bien à partir de l'international, et ça concerne le Maroc, donc il faut les surveiller. Puis également, qui dit opération numérique dit automatiquement il y a rémunération, donc on va collecter toutes les informations concernant les opérations de transfert, des transferts financiers, soit sur un compte bancaire au Maroc et même sur le compte d'un banque à l'étranger, parce que le Maroc a adhéré à plusieurs conventions fiscales internationales, et entre autres, c'est la convention à laquelle a adhéré le Maroc en 2019 et qui est devenue en application à partir de 2021, à savoir l'échange automatique des informations. Donc, à partir de Rabat, donc le Maroc peut aller chercher les informations concernant ces personnes, même lorsqu'elles ont des comptes à l'étranger. N'oubliez pas que le Maroc avait souffert en partie des GAFI lorsqu'on était sur la liste grise, parce que le Maroc ne menait pas véritablement une bataille contre le blanchiment de l'argent. Et personnellement, j'estime que lorsqu'on fraude l'impôt, c'est une opération de l'argent sale. Et malheureusement, au Maroc, on ne le considère pas comme une opération de blanchiment d'argent, mais sur le plan philosophique, c'est un blanchiment de l'argent lorsqu'on ne déclare pas la totalité du revenu, ou bien lorsqu'on fait fuir à l'étranger, ou bien on fait virer directement sur des comptes bancaires à l'étranger les montants des transferts. Donc on peut maintenant, grâce à ces conventions, accéder aux informations. Maintenant, c'est aux ressources humaines qui seraient mobilisées à la fois par l'administration fiscale et par l'office d'échange de faire et de suivre la traçabilité de toutes les opérations numériques, mais également toutes les opérations financières. Et je pense qu'on aurait assez de possibilités pour que ces influenceurs et blogueurs jouent le jeu et acceptent de participer également, comme les autres Marocains, au financement de la dépense publique. À partir du moment où effectivement leurs revenus sont plus ou moins importants. Et justement, aujourd'hui, quand on parle de cette taxe proposée par le PLF 2025, donc on parle d'à peu près 30%, sur quels critères va-t-on se baser pour déterminer qui doit être soumis à cette taxe? Et est-ce qu'il y a un seuil minimum de revenus? Non, il n'y aurait pas de seuil minimum. C'est comme tous les Marocains, il y a le principe de l'égalité devant l'impôt. En principe, on ne va rien payer si le revenu annuel, à partir de l'année prochaine, est inférieur à 40 000 dirhams par an. Maintenant, comment les surveiller? On peut les surveiller à travers leurs dépenses et la nature de leurs dépenses en termes de résidence, d'habitation, en termes de résidence secondaire, en termes de dépenses consacrées aux voitures, les dépenses consacrées aux réceptions, aux voyages, aux tenues vestimentaires. On a au niveau de la loi fiscale tous les éléments qui permettent à l'administration fiscale de bien cibler la nature des dépenses, de bien estimer les éléments de ces dépenses et arriver à la fin à un revenu qui serait tout simplement retenu par l'administration fiscale. Sinon, c'est la preuve du contraire, c'est au contribuable de déclarer ses revenus et c'est à l'administration fiscale de venir après et vérifier. Maintenant, si vous déclarez on déclare un revenu incompatible avec le train de vie, il gagne autour de 100 millions de centimes par mois, mais il ne déclare que 10 000 dirhams. Là, il y a une contradiction entre le montant du niveau de vie et de la dépense
par rapport aux revenus déclarés. Donc, on a tous les moyens juridiques pour un petit peu faire retourner le train de vie contre les contribuables ou bien les blogueurs qui déclarent des revenus incompatibles avec leur train de vie, ou bien qui restent muets quelque part et ne veulent rien déclarer. Justement, concernant les sanctions, qu'est-ce qui est prévu dans le cas où il y a incohérence, comme vous venez de le dire, entre oui, il y a une taxation d'office. C'est l'administration qui va déterminer selon ses propres points de vue, selon les informations dont il dispose. C'est à elle d'établir les différents éléments retenus dans le calcul, et c'est à l'administration de calculer le montant de l'impôt, et elle va taxer d'office le contribuable sans préserver quoi que ce soit en termes de droit. Parce que ici, le blogueur serait dans son tort. Ce n'est pas comme un blogueur qui va déclarer, et même s'il va déclarer un revenu inférieur, là, on va procéder à une correction. Par contre, un blogueur qui ne déclare rien, il serait dans son tort, et l'administration, heureusement, la loi lui donne un ensemble de moyens, c'est ce qu'on appelle la situation d'ensemble fiscal du contribuable. Quand on parle de cette mesure, quels sont aujourd'hui les enjeux pour le Maroc et comment cette nouvelle source de revenus va participer au développement justement de la croissance? Oui, il y a un principe moral. Il y a des gens qui travaillent, qui bossent et qui ont réussi dans le cadre de leur nouveau métier, mais ils ne le font pas gratuitement. Ils encaissent des revenus. Et comme au Maroc, il y a un principe général, c'est que tous les contribuables doivent contribuer au financement des dépenses publiques. Donc, c'est cette catégorie d'acteurs qui gagnent des revenus, à leur tour, sont invités à participer au financement de cette dépense. Deux, sur le plan économique, sur le plan social, c'est un non-sens qu'un salarié qui travaille durement toute la semaine et qui va à la fin du mois toucher un salaire, paye un impôt sur ce salaire, et une autre personne qui travaille parfois dans de très bonnes conditions à partir de leur domicile et qui gagne beaucoup d'argent. Donc, il faut bien qu'ils participent également au financement de la dépense. Et au développement de l'économie nationale. Merci à vous, Monsieur Mohamed Raj. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également professeur à l'ESCAE. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.